Aucun problème, merci d'être là. Et je sais que l'actualité, elle est riche. Et avec Marc, on va pouvoir se concentrer sur l'évolution, évidemment, de la géopolitique mondiale, mais aussi de certains aspects économiques et technologiques. Voilà, c'est toujours ce grand élan vers le grand reset. Je le rappelle, les ouvrages de Marc, vers la mort des nations et les différents ouvrages qu'il a pu rédiger sur la grande réinitialisation de notre cher Klaus Schwab, que l'on ne voit plus très souvent. En tout cas, Marc, je crois que pour les premières informations que tu voulais traiter, ce serait d'abord une actualité plutôt nationale. On a parlé de politique. Nous avons eu hier une mobilisation importante, plus importante que celle du mouvement Bloquons tout. Nous sommes en crise politique. Il y a énormément d'instabilité. Le gouvernement Bayrou a chuté. Le Cornu essaie de rassembler. Mais je crois que la Macronie ne se porte pas forcément si bien que ça avec cette rentrée politique pour tout le monde. Ah bah, on le voit, oui, clairement, la Macronie est en bout de course. La nomination de Le Cornu, de toute manière, est une sorte de nomination d'un gouvernement technique où je pense Sébastien Lecornu, notre Premier ministre, que seul Macron a choisi, va prendre le temps de composer un gouvernement. Alors on voit que politiquement c'est compliqué parce qu'il essaye de rallier des socialistes aux républicains et d'élargir le plus possible le socle commun. Et on voit qu'en fait, bon, il y a aucune légitimité politique et en plus, il y aura pas de marge de manœuvre politique pour mettre en œuvre un programme. Je pense qu'il va gagner le plus de temps possible pour essayer de battre la durée de Michel Barnier et ne pas être le premier ministre le plus court de la cinquième comme le fut Michel Barnier. Et c'est surtout qu'on voit que la Macronie est en train de s'effondrer là en cette fin d'année 2025. Sur ses bases politiques, puisqu'on voit qu'il y a Gabriel Attal qui est, si je me trompe pas, le président de Renaissance. Je ne sais plus si c'est Gabriel Attal ou Elisabeth Borne, qui en fait constate que le parti politique présidentiel n'a aucune base. Il y a aucune base de fond politique, c'est-à-dire il n'y a pas de réseau des élus locaux dans le parti. En fait, c'est un parti qui a été créé du dessus, on pourrait dire parisiano-parisien, mais même ça va au-delà. C'est un parti qui a été créé de toutes pièces, on s'en rappelle, pour mettre en place l'illusion Emmanuel Macron. Et là, justement, on voit que les gens qui se réclament de la Macronie prennent petit à petit conscience qu'il n'y a rien derrière et que ça va être difficile de faire survivre un parti qui n'a pas de base solide, en tout cas des ancrages locaux et notamment des élus locaux. Là, à l'approche des municipales, il y a une prise de conscience comme quoi le parti Renaissance en fait n'a pas d'existence concrète et réelle sur le maillage territorial et à l'échelon de tout le territoire français. Et on voit qu'il y a aussi une crise politique en interne dans le parti présidentiel qui alors c'est des révélations, je crois, dans les échos, qui disent qu'en fait, ils sont pas loin de disparaître s'il y a une débâcle au municipal et si après au présidentiel et aux législatives, il y a pas beaucoup de députés. Et c'est intéressant de voir qu'un petit phénomène politique comme le fut La République en marche, euh, euh, et Renaissance ensuite pourrait disparaître très rapidement s'il y a une débâcle aux élections qui viennent, c'est-à-dire les municipales, les présidentielles et les législatives. Tout ça dans moins d'un an et demi. Euh, au pire, on pourrait arriver à des élections bien plus tôt s'il y a une dissolution. Et c'est intéressant de voir que les élites politiques comme Gabriel Attal et Elisabeth Borne font ce constat. Voilà. C'était la seule remarque sur la politique nationale que j'avais à mettre, puisqu'en fait, on voit qu'on est dans un blocage réel, on l'a vu avec la grève d'hier, et aussi un blocage institutionnel qui ne vise qu'à gagner du temps d'une manière ou d'une autre. Voilà. Selon les agendas politiques, on voit qu'en fait, le but, c'est de gagner du temps. Mais c'est de gagner du temps, mais aussi on a vu la capacité du pouvoir profond français de pouvoir
créer de la matière à partir du néant, avec le mouvement En Marche qui était apparu de nulle part, peut-être qu'ils vont réussir à faire apparaître comme par magie un nouveau mouvement qui arrivera à convaincre les golems de France de pouvoir eh bien voter. Quoique là, les situations ont changé parce que Macron, Ça en deux paraît plus. quinquennats, a réussi à faire énormément de dégâts. Donc, on pourra Ça essayer de paraît, voir déjà. ça paraît plus difficile quand même, hein, parce Hmm. on voit des gens, bah, même dans les manifestations, déjà le mot d'ordre, en fait, le mot d'ordre unique, c'est Macron démission, Macron dégage, et on voit aussi beaucoup de gens qui disent, on s'est fait avoir, on a voté Macron en 2017, on a voté Macron en 2022 pour faire barrage, les fameux castors, et on voit quand même que ça va être plus compliqué pour l'appareil, ou en tout cas l'oligarchie qui organise, on va dire, les débats politiques et qui contrôle un peu la sphère politique et médiatique, de mettre en place un homme avec tout un appareillage, comme ce fut le cas pour Emmanuel Macron, même si évidemment il y aura la tentation Édouard Philippe. En fait, il faut rappeler qu'Édouard Philippe, c'est une scission des Républicains et son parti Horizon, c'est une partie des Républicains qui ont été les premiers macrono-compatibles. Voilà. Donc à Hmm. voir dans les prochains mois, mais je pense qu'il y a réellement un effondrement de la Macronie. Et bon, bah, c'est tant mieux, il était temps. Et je pense qu'ils seront de toute manière en difficulté politiquement dans les prochains mois à cause d'un problème de légitimité et aussi de responsabilité dans la situation dans laquelle on est. Tout à fait. Ceci pour expliquer pourquoi tous les sondages qui sortent, et y compris celui de la semaine dernière, par Ipsos BVA qui avait été publié dans la tribune du dimanche, eh bien, indiquait que les Français, eh bien, il y avait simplement 17% d'opinion favorable. Et encore, il y a marqué seulement, mais je trouve que 17%, c'est quand même énorme pour notre cher Emmanuel Macron. J'aimerais rencontrer un spécimen de la Macronie, voir son être, son visage, sa nature, son essence. Mais en tout cas, c'est une notation qui est au plus bas. Et ça ne saurait que continuer à diminuer. Par contre, alors qu'on sait que cette crise politique aussi est fortement influencée par l'économie en France, la crise de la dette, la problématique du budget, eh bien, l'économie évolue aussi dans le monde et également aux États-Unis, qui constitue une problématique importante. Et on a vu des décisions radicales de Donald Trump pour tenter de redresser son économie. Et je crois, Marc, que là, on a enfin une évolution. On connaît le grand bras de fer entre Powell et Trump, donc le président de la Fed, pour pouvoir baisser les fameux taux qui permettraient à Trump d'améliorer, enfin en tout cas d'optimiser sa stratégie de réindustrialisation des États-Unis. Et je crois que la Fed a décidé de baisser ses taux. Qu'est-ce que ça veut dire et quels seront les effets, Marc? Oui, c'est ça, ça y est, Trump a en partie gagné son bras de fer avec la Réserve fédérale de Jérôme Powell. La Fed a annoncé qu'elle allait baisser ses taux directeurs de 4,5 à 4%. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire qu'il va y avoir un accompagnement monétaire de la politique, notamment sur les tarifs douaniers et la guerre commerciale, qui a été mis en place par l'administration Trump. C'est une victoire, on va dire, symbolique, puisque la Fed au départ, qui est une banque centrale indépendante et qui expliquait qu'il était important de ne pas remettre en cause son indépendance, avait tendance à comment dire, à ne pas concilier sa politique, à ne pas mettre en œuvre une politique qui soit en adéquation avec les mesures, notamment la guerre commerciale et les tarifs douaniers de Donald Trump. Donc là, on voit qu'il y a un assouplissement bon, qui est forcé de toute manière, puisque elle devait baisser ses taux tôt ou tard, et là c'est plutôt tard que tôt. Donc il y a un réel accompagnement maintenant de la politique monétaire américaine pour l'administration Trump. Les marchés ont salué cette décision de Jerome Powell parce qu'en fait, on voit que bah, là, du coup, Trump a gagné en partie son bras de fer avec Jerome Powell. Et a priori, la Fed va s'inscrire dans une politique de baisse des taux longs et sur plusieurs phases et sur plusieurs mois. Donc Trump de ce côté-là pourra être soulagé puisque lui, souvenez-vous, c'est sa volonté, c'est de réindustrialiser l'Amérique. Donc il ne faut pas des taux trop élevés dans une perspective où il va falloir que le dollar baisse d'une manière ou d'une autre pour pouvoir réindustrialiser plus facilement. Donc de ce point de vue-là, c'est gagné pour Trump, surtout qu'il y a quand même eu une affaire où Trump a démissionné, on va dire, enfin souhaite faire partir un des gouverneurs du board
de la Réserve fédérale qui s'appelle Madame Cox. Et là, il y a un litige entre la Cour suprême et donc en gros la Réserve fédérale et l'administration américaine sur la volonté, en tout cas la décision de la part de l'administration Trump de démettre cette gouverneur du bord de la Fed. Et pour l'instant, elle siège encore. Et ce qui est intéressant, c'est que là, Trump a réussi à mettre en place Stephen Miran dans le board de la Réserve fédérale, qui est son conseiller politique économique. Alors là, pour l'instant, il n'y est que 3 mois, mais on voit que ça va avoir un impact puisque Miran siège déjà au board de la Réserve fédérale, donc il y a une influence qui est concrète. Voilà. Et pour les États-Unis, en tout cas pour la politique de Trump, c'est forcément un avantage. Oui, et on remercie Barbouzerie, voilà le petit clin d'œil en même temps aux enquêteurs recrutés par Macron, qui nous corrigent en disant que ce n'est pas Cox, pardon, mais c'est Lisa Cook qui se fait en ce moment. Voilà, oui, pour ceux qui souhaitent après découvrir ce personnage, voilà, c'est Cook, c'est la cuisine, et peut-être qu'elle passera de la place de la Fed à celle-ci. Voilà, donc il y a Marc, et également, pardon, une évolution sur les questionnements de l'IA. On sait que la technologie avec l'intelligence artificielle est une véritable révolution, à la fois sur le domaine militaire, on le voit avec les technologies de drones, et aussi en termes de cyber-guerre qui évoluent, mais aussi en termes de contrôle. Et je crois que tu avais certains commentaires à faire à la fois sur le débat qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, mais aussi les notions de stratégie qui peuvent concerner des pays comme la Chine. Tout à fait. On voit de plus en plus là dans l'actualité économique que les débats sur alors les grosses licornes, si on pourrait appeler ça comme ça, puisque ça va au-delà des licornes, des firmes comme Oracle, comme Meta, sont vraiment en train de prendre, pas Palantir évidemment, sont vraiment en train de prendre une place très importante dans la géopolitique économique et financière mondiale. Et là, il y a réellement des débats politiques qui se font sur des prises de position, sur des OPA de la part de certaines firmes. On a vu qu'Oracle a tout explosé en annonçant des contrats à plusieurs milliards de dollars avec l'administration américaine et des contrats à l'étranger. Larry Ellison est devenu, on va dire, fictivement l'homme le plus riche du monde en dépassant Elon Musk au moment où il y a eu des annonces sur ces contrats. Et ce qu'on peut dire, c'est que la guerre commerciale et la guerre technologique, la guerre sur le plan de l'innovation, a réellement commencé en cette année 2025. En tout cas, elle est officialisée en cette année 2025. On en avait parlé ensemble, mon cher Raphaël, sur on va dire cette guerre où malheureusement l'Europe et en particulier la France allait être un grand absent de cette compétition entre la Chine et les États-Unis. Et on voit que c'est malheureusement les mois nous donnent raison. Les États-Unis et la Chine ont de plus en plus de tensions, à la fois sur les matières premières, alors les fameuses terres rares. On voit qu'il y a des accords et des tensions sur l'approvisionnement de certains matériaux, que ce soit pour les États-Unis, et la libération aussi et l'accès à certains matériaux de la part de la Chine. Et là, on a aussi vu que la Chine interdisait à ces grandes entreprises, donc Alibaba, WePay, toutes ces grandes firmes du capitalisme chinois, de s'approvisionner en puces Nvidia. Voilà, il y a une volonté de la part des Chinois et aussi des Américains de travailler à une indépendance technologique. Alors la fameuse question de l'indépendance technologique, alors on peut même pas la poser en Europe puisqu'on est nu, et une indépendance technologique et informatique en Europe, ça pourrait faire doucement rigoler si on s'intéresse réellement au sujet. Mais en tout cas, les Chinois, eux, essayent de pousser à ce que leur technologie soit de moins en moins dépendante du savoir-faire américain, des capitaux américains. Et on voit qu'il y a une séparation qui est en train de se faire, qui n'est pas totale, je le dis encore. Les grandes firmes qu'on peut qualifier d'américaines, mais en réalité qui sont nomades et apatrides, c'est-à-dire les grandes firmes qui gèrent les flux d'investissements mondiaux. On peut citer les gestionnaires d'actifs ou les grandes banques comme BlackRock ou encore JP Morgan ou Goldman Sachs, investissent encore en Chine. Il n'y a pas de vraie coupure. Par contre, il y a une coupure dans les liens entre les firmes technologiques, la tech,
pour faire simple, la tech américaine, et de plus en plus avec les firmes de la tech chinoise. Il y a une séparation et il y a une volonté de non-coopération et de non-échange de technologies. Et ça se voit réellement déjà avec l'affaire sur les puces Nvidia et de plus en plus avec la volonté trumpienne de couper les ponts avec des firmes technologiques chinoises. C'est d'ailleurs la fameuse affaire TikTok où dès son entrée en mandat, Trump a voulu négocier avec TikTok pour qu'il y ait une revente de la part des Chinois de la filiale américaine de TikTok à un consortium américain. Et évidemment, alors on voit que ça, c'est en train de prendre fait, c'est-à-dire que c'est en train de se matérialiser et de se concrétiser. Et a priori, ce sera un consortium qui serait composé d'Oracle, donc toujours la firme contrôlée à 40% par Larry Ellison, et un certain Andreessen Horowitz qui pilote un fonds de capital risque. Et donc on voit que les Américains sont en train de prendre en main le TikTok américain, à la fois pour contrôler, on va dire, la technologie qui est liée à l'IA, aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux, mais aussi pour contrôler l'information. Il faut le dire clairement, parce que quand on voit que, en gros, TikTok a été accusé plusieurs fois par Donald Trump d'être l'œil de, alors on dit pas l'œil de Moscou, mais l'œil de Pékin aux États-Unis. Là, on voit bien que le TikTok américain va être en fait l'œil de Tel Aviv aux États-Unis. Voilà. Donc en fait, c'est une reprise en main du réseau social chinois pour aussi contrôler l'information. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'on arrive de plus en plus à cette séparation de la tech et en tout cas à une séparation de l'information et du contrôle des narratifs dans les différentes grandes sphères mondiales. Et ça, je pense que c'est à souligner. Alors déjà, bon, j'ai écrit un article dans la revue Géopolitique profonde sur le consortium israélien. On voit bien que le complexe militaro-industriel américain est en fait le complexe militaro-industriel israélien. Il y a une sorte de fusion et il y a tout ce travail d'infiltration. En fait, toutes les politiques d'investissement de Wall Street, on voit bien qu'il y a des opérations d'infiltration des intérêts sionistes dans l'appareil productif américain, qu'il soit militaire ou que ça soit la partie de la tech. Et là, on le voit dans cette OPA sur la branche de TikTok Amérique. On voit bien qu'en fait, les intérêts, ce ne sont pas des intérêts américains, ce sont des intérêts américains en propre, c'est-à-dire sur l'étiquette, mais les intérêts fondamentaux, ce sont des intérêts israéliens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, surtout qu'il y a de plus en plus de débats à l'international sur une volonté de pousser une gouvernance vers un ordre mondial des grands décideurs de ce que va devenir l'intelligence artificielle. Il y a une volonté internationale de pousser vers la création d'une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Donc, quand on voit que les principaux acteurs sont tous, en tout cas dans le monde occidental, des gens qui sont liés à Israël, ça pose la question du qui contrôle quoi et dans quelles conditions. Voilà. Et surtout qu'on voit qu'à Larry Ellison, depuis la semaine dernière, il y a beaucoup de tweets et on a exhumé certaines déclarations. Larry Ellison a clairement dit qu'il fallait pousser les pays occidentaux et les gouvernements à instaurer en Occident des régimes de contrôle sociaux, de crédits sociaux qui seraient pilotés par l'intelligence artificielle pour encore une fois forcer les comportements. Donc on a quand même toujours ce tandem de l'investissement et de l'infiltration, on va dire, financière et la volonté de forcer les comportements. C'est la fameuse déclaration de Larry Fink, souvenez-vous-en, en 2017, où il disait que les critères ESG, donc les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, servaient à forcer les gouvernements et les comportements, pardon. Et Larry Ellison dit exactement la même chose. Il va falloir que l'intelligence artificielle serve à formater les comportements et à créer un comportement standard pour que les gens soient forcés d'adopter certaines positions. Et dans le même temps, on a Palantir et Alex Karp qui a fait exactement les mêmes déclarations. Donc on voit qu'il y a une volonté qui est réelle de la part des géants de la tech
et les géants de la finance, la Big Finance avec BlackRock, d'aller vers un système, en tout cas de promouvoir pour les gouvernements un système de contrôle social et qui est en train de se matérialiser parce que tous les outils sont en train d'être élaborés à une vitesse qui est assez phénoménale. Quand on voit les progrès, alors je sais, Raphaël, que toi, tu es un adepte et je veux dire que tu observes attentivement les progrès de la tech. Et même moi qui suis un petit peu en dehors, je suis abasourdi de voir ce développement qui est exponentiel. Là, on est vraiment dans un développement qui est exponentiel dans la capacité de calcul des intelligences artificielles. On voit qu'il y a des progrès presque toutes les semaines. Et même enfin, je veux dire, dans un an, on aura peut-être encore une révolution technologique. Et c'est assez phénoménal. Et c'est quand même inquiétant pour ce qui est des questions des libertés publiques, de la liberté privée. Il y a on va dire de la sphère privée. On sait aussi que notamment sur les VPN, il y a eu des révélations qui sont anciennes, mais qui expliquent que la société Cap Technology, qui est une société israélienne, a pris le contrôle de plus de 50% des grosses firmes des VPN. Vous savez, ces fameux brouilleurs qui rendent presque intraçable votre activité sur Internet. Donc, on voit qu'il y a une volonté de prise de contrôle de l'outil web et de l'outil de la mégadonnée de l'intelligence artificielle. Et cette prise de contrôle, c'est souvent et en grande partie une prise de contrôle d'intérêts israéliens sur les grandes firmes et la tech. Et je pense que ça, c'est un enjeu qu'il faut absolument mettre en avant et il faut s'intéresser puisque ça va conditionner notre liberté d'expression dans les mois qui viennent et aussi notre capacité à avoir un accès à notre Internet libre qui est de plus en plus réduit là avec les nouvelles législations, notamment le DSA, mais d'autres qui sont en train de bloquer, en fait, en tout cas de verrouiller de plus en plus l'accès à l'information via l'Internet, qui est de moins en moins libre. Ça permet de rappeler que ce sujet a fait le cadre d'un article en 2 parties, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, dans la revue mensuelle de Géopolitique Profonde sur la 4e révolution industrielle, sur le sujet donc du lien entre la technologie israélienne, des entreprises israéliennes et américaines, un sujet fondamental et qui ne cesse de se développer en termes d'influence et aussi d'accumulation de richesses, en tout cas de valorisation. Et je remercie aussi à la fois les spectateurs qui nous font des commentaires complémentaires très pertinents. On parlait parce qu'il y a ce sujet évidemment des intérêts de différentes nations au sein même d'un marché, mais il y a aussi des tensions géopolitiques. Là, on parlait de la Chine. Il y a non pas uniquement le sujet de TikTok, qui d'ailleurs était le combat aussi sous l'administration Biden, mais donc c'est Alpha Omega qui nous rappelle aussi le grand sujet de Huawei qui était interdit, et notamment à cause de la question des réseaux d'espionnage technologique. Ça, c'est vrai. Les affrontements ne sont pas militaires, mais en tout cas sur le plan technologique, ils sont extrêmement forts. Et les Américains, ou en tout cas l'administration et surtout celle Trump, en a plus que marre des actions des Chinois. Et d'ailleurs, à ce titre, je vous rappelle que plusieurs articles intéressants sous l'administration Biden étaient sortis, qui considéraient par exemple pour le sujet de TikTok comme une arme biologique, ce qu'on appelle une bioweapon, c'est-à-dire le fait que ces réseaux sociaux-là permettaient de transmettre du contenu qui était sélectionné à dessein par les entreprises chinoises pour pouvoir rendre plus imbécile la population américaine, là où en Chine, eh bien, il y a des catégories de contenu, des certains types de sujets qui ne sont pas proposés, et plutôt des sujets pédagogiques et d'apprentissage. Voilà. Donc, on sait que derrière les enjeux à la fois technologie de contrôle, donc c'est pour ça qu'il faut surveiller qui rachète ou qui va s'occuper de la gestion post-rachat. Il y a aussi une question de diffusion de contenu bien précis chez une frange de la population, en l'occurrence la jeunesse, qui est extrêmement nombreuse à utiliser ces applications. Tout à fait. Et c'est très très pertinent. Et il y a aussi, alors dans la même, on va dire dans la même tendance, il faut voir aussi le comment dire, la politique des États-Unis sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est un outil technologique bien plus qu'un outil monétaire pour moi, je le redis. Et d'ailleurs, je recommande l'article de Frank Pengham dans la revue de ce mois-ci là, qui est très 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 bon.
qui est pour moi est totalement dans le vrai et qui est une analyse très très intéressante sur la volonté de la part de l'administration US d'utiliser le Bitcoin justement pour sauver le dollar et son économie, en tout cas partiellement. Après, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça mériterait une émission à elle seule. En tout cas, je recommande l'article dans la revue qui est très 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 pertinent. Les gens sauront savourer cet article. Et y a une volonté, en tout cas, de la part des États-Unis de prendre en main les outils technologiques et de les mettre, comment dire, de les mettre au point contre leurs adversaires. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'on va vers une guerre qui sera enfin la Chine contre des intérêts américano-israéliens. Voilà. Il y a sur les grands acteurs Oracle, Meta, Palantir, j'ai l'ami et le camarade Pierre Hillard qui m'a envoyé un article et une source j'ai trouvé assez folle et assez intéressante et qui est dans son livre Comprendre l'Empire Lubavitch, mais qui est pour moi qui pose réellement certaines questions. Les gens pourront aller voir sur mon Twitter, j'ai tweeté hier. C'est une page qui s'appelle American Friends for Lubavitch, donc les amis américains des Lubavitch. Et dans cette, alors il y a des événements caritatifs, vous savez, c'est une association communautaire, mais on retrouve dans la liste des donateurs